Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. Dans cette belle série podcast Construire le Grand Paris. Aujourd'hui, Stéphane Defaille, directeur général de Grand Paris Aménagement, au micro de Pascal Bonnefille. Mais avant d'entamer ces questions sur ce Grand Paris, j'aimerais qu'on dise un mot sur vous, pour vous connaître peut-être un peu mieux. Votre parcours, votre âge, j'ai noté 45, c'est peut-être 46 maintenant, je ne sais pas, je voudrais pas vous vieillir. Et oui, voilà, je crois que c'est 46 ans, ce qui est extraordinairement jeune, en tout cas moi je le trouve. Et vous avez fait l'école polytechnique, ça je le sais, mais avant, qu'est-ce qu'on peut dire de votre enfance, de votre jeunesse et de votre parcours ? Alors d'abord, moi je suis né en Roumanie, de parents roumains. Je suis arrivé en France très jeune, à l'âge de 4 ans, mais avec des liens encore forts avec ce pays. Et finalement, je suis arrivé pour ma famille. C'est un long détour puisque la famille avait quitté l'Auvergne avec la première croisade. Il y a un peu plus de 9 siècles. Oui, c'est pas tout à fait d'hier. Pas tout à fait. Voilà. Et donc parisien pas de naissance, mais d'éducation. Avec une immigration en fait, comme beaucoup, et avec un père qui avait fait ce choix quand il était arrivé en France. Il avait posé à toutes les personnes qui connaissaient la question, mais quelle est la meilleure école française? et donc école primaire, j'entends, et tout le monde lui avait répondu le cours Atmer. Et donc c'est au cours Atmer que j'ai fait mes premières classes, et qui est une école, je reconnais, absolument unique et extraordinaire. Et je pense que j'aurais pas eu les enseignants que j'ai eu là-bas, probablement que je ne serais pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, du goût des lettres, de la complexité, de la finesse, peut-être aussi de la pensée qu'on apprend en fait tout jeune. Et qui m'ont un peu façonné avant d'arriver en classe préparatoire aux grandes écoles. Mon rêve d'ailleurs, qui ne s'est pas réalisé, était d'entrer à Normale Supérieure. Oui. Pour une raison d'ailleurs. Lettres ou sciences? Alors, d'y entrer par les sciences parce que j'étais en prépa scientifique, mais pour y faire des lettres et pour y faire de la philosophie, chose que je n'ai pas réussi à faire, mais je me suis bien rattrapé à l'école polytechnique puisque j'ai eu la chance de côtoyer longuement un vrai maître, j'utilise volontiers ce terme, René Girard, oui. qui a un très grand penseur, décédé désormais. La violence et le sacré. Qui m'a beaucoup marqué dans sa pensée. Sa pensée du monde, puisqu'il donne des clés de lecture passionnantes sur le monde dans lequel nous vivons. Oui, c'est un penseur de très haut niveau et dont les livres restent encore aujourd'hui extraordinairement passionnants, une grille de lecture controversée, mais tout à fait passionnante sur le monde, dans son ensemble, la violence, etc. Donc cet homme vous marque beaucoup, à l'IX, à l'école polytechnique, pardon, parce qu'il donne des cours, parce que vous êtes... En fait, j'ai fait avec lui, à l'époque, il était encore à Stanford. Oui, c'est ça. Et donc, je suis allé faire mes stages de fin d'études de l'école polytechnique auprès de lui, en philosophie, donc pas dans la matière la plus connue pour l'école polytechnique, mais du coup une expérience passionnante, passer 4 mois aux côtés d'un homme comme ça fait partie de ces gens qui, quand vous les côtoyez, vous rendent plus intelligent, vous donnent l'impression que vous-même êtes terriblement intelligent, alors qu'on apprend sans arrêt, que ça soit dans les paroles, dans la pensée, mais même dans les attitudes. Et c'est vrai que ça a été une expérience extraordinaire qui m'a permis aussi de découvrir les États-Unis un petit peu plus de l'intérieur. Pays étonnant, qui très riche, une culture très riche, et en même temps qui me fait être heureux, et y compris dans l'urbanisme, pas que, oui. d'être européen. La Silicon Valley est à la fois un tourbillon extraordinaire, oui. Mais j'en discutais il y a quelques années avec le maire de San José.
en même temps, on a tellement de chance d'être dans notre beau pays, mais sur notre beau continent avec une culture de la ville, on en parlera un petit peu, si riche. Et aussi des outils pour essayer de la mettre en œuvre cas un cas avec humilité, mais pour de vrai. Et avant d'entrer dans cette culture de la ville, vous sortez de l'école polytechnique et vous allez donc pendant plusieurs années, presque un septennat, être plutôt dans l'activité militaire, puisque vous allez être à ce qu'on appelait à l'époque la direction des constructions navales, à la direction générale de l'armement, et donc vous allez suivre de très très près des questions militaires, mais au niveau technique et des questions aussi relatives à l'OTAN. C'est quoi cette période alors ? Alors c'est vrai que moi je suis toujours militaire, alors non pratiquant, et je pense que je vais pas avoir vraiment l'occasion de repratiquer de manière ou d'une autre. Donc ingénieur de l'armement à la sortie de l'école polytechnique. C'est vrai que ce choix des constructions navales militaires, c'est à la fois un choix et un non-choix. Une carrière qui se trace petit à petit, une passion pour la complexité, pour la mer aussi, et en même temps une école que je regrette pas du tout parce que et d'ailleurs je retrouve aujourd'hui beaucoup de choses que j'ai acquises à ce moment-là. D'abord la gestion du temps très long. Les programmes de construction navale militaire sur lesquels j'ai travaillé, les frégates multimissions, par exemple, sont des programmes qui se déroulent encore aujourd'hui. Ils sont pas totalement terminés. Et donc, réussir à réfléchir, à raisonner des projets, non pas à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, mais à 20 ans, en fait, c'est un exercice qui ne va pas de soi. La question de la complexité également, qu'on retrouve dans la fabrique de la ville de manière très aiguë, avec bien sûr quand même deux facteurs en moins, un facteur politique qui n'est bien sûr pas du tout le même qu'on retrouve dans la fabrique de la ville, et un facteur citoyen qui n'est pas exactement le propre de la chose militaire. Mais ce qui me passionne, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de cette activité qui, alors vous allez avoir plusieurs postes, on va pas rentrer dans le détail de vos postes au sein de la DGA, mais comment on passe de cette manière de voir le monde quand même un peu sur un angle militaire, on va dire tout de même, à la construction du Grand Paris, puisqu'en 2008 vous allez intégrer le cabinet de Christian Blanc, qui est secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale. Comment ça se passe, ça ? Alors, ça se passe par en fait, mon seul critère de choix dans les postes que j'ai eus, jusqu'à très récemment, était qui serait mon directeur. Des gens, et j'ai croisé la route et j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir travailler avec des gens pour qui j'avais énormément d'admiration, qui m'ont du coup beaucoup apporté, beaucoup tiré vers le haut, dans des milieux très différents. Dans la chose militaire, c'était quelqu'un comme François Mestre, alors qui n'est pas très connu dans le monde de l'immobilier bien évidemment, mais qui a beaucoup apporté au monde de la DGA. Quelqu'un comme Jean-Pierre Aubert, grand syndicaliste qui avait travaillé sur les mutations économiques dans une mission qui avait été créée à l'époque sous l'autorité de Gérard Larcher pour accompagner les transitions économiques des territoires et, pour dire les choses clairement, venir un peu en pompier quand il y avait des fermetures d'entreprises, d'usines, aider les territoires à travailler main dans la main avec les syndicats, le patronat, les élus pour essayer non pas d'empêcher la catastrophe, parce que souvent elle était déjà là, mais au moins essayer de recréer une dynamique territoriale. Et puis, Christian Blanc, c'est finalement un petit peu la même chose, une envie
de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, j'avais, pour l'anecdote, quand j'avais fait ma lettre de motivation pour entrer dans un premier temps dans son administration avant d'être dans son cabinet, j'avais tellement honte de la lettre de motivation que j'avais écrite et j'avais tellement peu de soutien auprès de lui que du coup, j'avais même pas rappelé son assistante pour essayer d'avoir un rendez-vous. Et ça a été une de mes grandes surprises quand son directeur de cabinet de l'époque, Marc Véron, m'appelle quasiment 6 mois après en me disant voilà, on vous veut. Et à l'époque, pour travailler sur le plateau de Saclay, du fait aussi de mes liens militaires, puisque l'école polytechnique avait un rôle important dans cette structuration. Donc, un peu par hasard, en fait, finalement, c'est arrivé auprès de Christian Blanc, mais que je ne regrette pas du tout, parce que là aussi, une rencontre, je dirais, un coup de foudre de ma part pour un vrai capitaine d'industrie, pour quelqu'un qui portait une vision très lointaine, et vraiment une vision d'intérêt général profonde, enracinée au plus profond de lui. Un politique finalement assez atypique. Quelqu'un dont la directrice de la communication à l'époque avait pour consigne de ne surtout pas parler pendant près de 2 ans. C'est assez rare, en effet. Pas simple. Mais voilà, donc d'une certaine manière, un peu par hasard, et en fait, avant de tomber dans cet univers-là, du Grand Paris et de l'aménagement en général, quand on me posait la question qu'est-ce que je faisais comme métier, j'avais l'habitude de répondre par une boutade qui était dire que je ne sais pas ce que j'allais faire quand je serai grand. Et c'est vrai que pour le coup, au-delà des personnes que j'ai rencontrées, ce monde de l'aménagement pour moi a été un vrai coup de foudre en soi. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. 2008-2011, c'est vraiment une période assez extraordinaire, puisque auprès d'abord de Christian Blanc, puis ensuite de Michel Mercier, puis ensuite de Maurice Leroy, vous allez suivre ce dossier Grand Paris jusqu'à ce qu'on a appelé l'accord historique de début 2011. Donc, comment ça se passe ces 3 années qui sont, comme vous le dites, en partie un peu enfouies au début? C'est un sujet qui est un peu dont on ne parle pas trop, mais qui, porté ensuite par le président de la République lui-même, va devenir un grand sujet et qui le reste aujourd'hui. Et qu'avez-vous apporté à ce projet? Comment ça se passait dans ces 3 cabinets successifs, sachant que entre guillemets, sans doute, évidemment, le déclenchement entre guillemets, c'est vraiment Christian Blanc, bien sûr. D'abord, ça a été une aventure humaine assez fantastique. Et moi, ce qui m'a marqué le plus dans l'équipe que Christian Blanc a constituée autour de lui, c'est la diversité des horizons, des parcours professionnels, à la fois, bien sûr, des gens qui étaient des professionnels du monde de l'aménagement, des transports, mais aussi une metteur en scène de théâtre, quelqu'un qui revenait du Canada après avoir travaillé sur les pôles de compétitivité canadiens. Il y avait vraiment un éclectisme et un espèce de bouillonnement, un temps qui est rare dans l'administration, où on sentait que tout était possible. Par exemple, au tout début, quand je travaillais sur le plateau de Saclay, on avait pris l'habitude à 4, tous les vendredis soirs, de nous prendre 1 heure de brainstorming, mais où on allait au bout de chaque idée. C'est dans 1 heure comme ça qu'était née l'idée, par exemple, de construire un ascenseur à satellite sur le plateau de Saclay, ou idée qui, par contre, s'est mise en œuvre de façon beaucoup plus concrète, de déplacer une partie de l'université d'Orsay de 500 mètres, qui, dit comme ça, semble une aberration, et en fait qui répond à des vrais enjeux, y compris une rationalité financière, pas que des enjeux politiques ou de positionnement. Donc une vraie période de créativité fantastique, et je pense que l'intuition qu'avait Christian Blanc justement de ne pas communiquer trop vite a été aussi ce qui a rendu possible cette créativité. C'est d'ailleurs parce que vous étiez libre quelque part de notre temps. Oui, c'est exactement. Ça vous donnait de la liberté. On était libre de se tromper finalement, et quelque part du coup,
de pouvoir ensuite redescendre sur des décisions, des choix, des éléments structurants qu'il a fallu défendre, qu'il a fallu évaluer, qu'il a fallu mettre en musique. Donc, beaucoup cette grande liberté. Aussi, Christian Blanc, quelqu'un de très étonnant parce que un homme beaucoup plus de l'oralité, de la parole, plus que de l'écrit. Je me rappelle, on ne lui écrivait quasiment pas de notes. On allait le voir et parfois ça prenait 2 minutes, parfois ça prenait 2 heures, mais on en sortait toujours avec une décision, une orientation, quelque chose qui avançait. Même si c'est pas exactement l'image qui en ressort, quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les autres. Il voyait tous les jours énormément d'élus, énormément de personnes, d'architectes qui l'écoutaient. Et d'ailleurs, il y avait une condition quand même pour pouvoir le rencontrer, le fréquenter, c'est que les gens ne devaient pas parler publiquement de ce qu'il se disait. Tout était en off, comme on dit chez nous, c'est-à-dire c'était du off, du off. Et dernière chose qui a été très structurante et qui est un des motifs pour lesquels aujourd'hui le Grand Paris existe comme un projet vivant et non pas comme une belle idée posée un jour sur le papier, c'est que très tôt, Christian Moix a été pétri de la conviction que ce projet ne traverserait pas le temps et les alternances politiques possibles. Si, à un moment donné, il n'y avait pas à la fois une crise qui était provoquée, mais aussi qui a été résolue avant les élections présidentielles. Quand je dis qu'il en a eu l'intuition très tôt, c'est que avant même le discours de Nicolas Sarkozy à la Cité de l'Architecture, le premier, qui lançait vraiment cette dynamique du Grand Paris, qui explicitait d'abord de quoi on parlait, parce que avant il y avait des idées autour de ça, mais finalement personne ne savait bien. 2 semaines avant, nous avions la première réunion de sortie de la crise qui n'avait pas commencé avec le directeur de cabinet de Jean Pogluchon de l'époque, Michel Tornary, où avait été exposé à la fois ce qui allait se passer et la nécessité ensuite de travailler ensemble. Et dans le même temps, Christian qui avait la lucidité de dire que à la fois il pouvait poser le projet, il pouvait poser le socle, mais que ce n'est pas lui qui allait conclure cet accord avec Jean Pogluchon. Est-ce que c'est parce qu'ils se connaissaient trop? Est-ce que je ne sais, je ne saurais pas dire, c'est leur intimité à eux. Mais en tout cas, il y avait cette conviction très très forte. Et de ce point de vue-là, Michel Mercier et Maurice Leroy ont joué aussi des rôles absolument capitaux dans cette transition. Michel Mercier, même si ça a été assez rapide, a commencé à renouer le dialogue, en écoutant beaucoup, en venant aussi avec son bon sens de président de conseil départemental du Rhône. Oui, qui n'était pas un homme du sérail de l'Île-de-France, comme on disait à l'époque. Exactement. Et je pense que d'ailleurs régulièrement il disait mais vous êtes tous fous. Ici, en parlant de la gouvernance et de sa complexité. Et Maurice Leroy était aussi un homme providentiel parce que sa connaissance des acteurs du terrain, des différents départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, ont permis à un moment donné de créer la dynamique, de créer les conditions de la confiance, de créer aussi les conditions d'une écoute attentive, très intelligente, qui ont permis, sans rien perdre aux fondamentaux et aux forces du projet initial, de mettre sur les rails, excusez-moi l'expression, mais c'est le cas de le dire. Elle est là, le projet du réseau du Grand Paris. Mais je voudrais juste faire une petite nuance, parce que là, quand j'évoque ça, finalement, j'évoque beaucoup le projet de transport. Et qui n'était qu'un des volets du projet du Grand Paris. Le projet du Grand Paris en avait 3 en fait de volets. Un volet, le tout premier, qui était un volet de développement des territoires, avec une vision très claire et très marquée qu'on retrouve dans l'architecture du réseau de transport, à savoir d'un vrai territoire de l'Île-de-France qui soit polycentrique,
Christian Blanc disait souvent, dans l'Île-de-France, on arrive à poser les 12 ou 13 premières métropoles françaises. Sauf que chaque métropole de province a sa gare TGV, son opéra, son musée, son université. C'est-à-dire ce sont des territoires complets. Et il n'avait de cesse de vouloir faire en sorte que autour de Paris, de la ville de Paris, qui est bien sûr un aimant extrêmement puissant, se développent pleinement des territoires qui soient réellement des territoires complets, pour que cette polycentralité, ça ne soit pas qu'une question de mode de déplacement, mais que ça soit vraiment une question de choix et de qualité de vie finalement nécessaire. Ce volet n'a pas totalement disparu, il s'est quand même un tout petit peu édulcoré et il faut le ressusciter ici ou là. Et puis il y avait un troisième volet qui lui a suivi une autre voie, qui était le volet de la gouvernance. Oui. Avec un schéma qui ne s'est pas du tout mis en place comme il avait envisagé. On peut peut-être le regretter d'ailleurs, mais enfin ça c'est un autre sujet. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est pas tellement le schéma, mais c'est que ce serpent de mer de la gouvernance, et on voit dans ces soubresauts, n'arrive pas à se stabiliser sur quelque chose de lisible, et quelque part, je dirais presque, peu importe le choix, on sent bien la difficulté de choisir, de se positionner, et finalement on est dans des stades de complexité qui je pense nuisent à la capacité de faire en Île-de-France. Moi j'ai été très frappé après maintenant presque 7 ans passés en province, à Bordeaux, dans une ville extraordinaire, à quel point c'est plus facile d'innover dans nos domaines de la construction de la ville, de l'immobilier, en province qu'à Paris. Et je pense que ce n'est pas sans lien avec cette complexité de la gouvernance. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. On va passer sur ces 3 années formidables, vous élaborez avec d'autres, bien sûr, ce qui va être le Grand Paris dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant. Puis vous faites un séjour de 3 années à l'EPADESA, où vous, là aussi, vous vivez dans le monde du Grand Paris, mais ensuite, vous quittez les brumes parisiennes, si j'ose dire, pour la belle ville et le bel endroit de Bordeaux et l'établissement Bordeaux Atlantique en 2014. Et alors là, ce que vous nous dites, c'est que, d'une certaine manière, les décisions étaient plus faciles à prendre. C'est ça que je comprends, c'est-à-dire que moins de lourdeur. Et c'est pas que les décisions. La capacité de sortir du cadre, d'aller plus loin, la capacité d'audace en réalité. Et j'aime aller mettre en parallèle, en rapport avec ce qui s'est passé dans d'autres villes un petit peu avant, à Nantes, dont on a vu avec l'île de Nantes une dynamique formidable la décennie précédente, à Lille, à Rennes, alors à Rennes dans un chemin beaucoup plus paisible, continu, mais qui avec une dynamique absolument fantastique, à Lyon bien évidemment, et quelque part je mets vraiment en lien cette question de la gouvernance et de l'alignement des acteurs avec cette facilité-là, alors même que les dynamiques fantastiques que j'évoque sont certes le fait des acteurs publics, mais aussi beaucoup le fait des acteurs privés. Bien sûr. L'innovation, elle ne se fait pas d'un côté ou de l'autre, c'est un vrai dialogue. Je vais prendre peut-être 2 exemples très, très concrets pour illustrer ça. Le bail réel solidaire, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui en Île-de-France. Dieu sait. Voilà, à Bordeaux, en 2019, on était en train de basculer 100% de notre production de logements en accession sociale à la propriété en bail réel solidaire. Et on avait des opérations de référence, alors qui étaient jeunes parce que c'était tout récent, mais je dis à Bordeaux, mais c'était vrai à Nantes, à Rennes, à Lille, à Bayonne, etc. Regardons où on en est aujourd'hui en Île-de-France sur ce sujet, et alors même que les besoins sont colossaux. Prendre un autre repère, la construction bois.
Et je vais être très précis d'ailleurs quand je le dis. Oui, la construction en bois français transformé en France, qui est peut-être un autre sujet que la construction bois. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'avais dans mes équipes quelqu'un, Nadège Dodrix, aujourd'hui qui est parti chez un promoteur, Réalité. J'hésite pas à lui faire de la publicité. Parce un peu de pub gratuite au passage. Voilà. Qui avait commencé à travailler sur ces questions de construction bois. Elle avait commencé à travailler sur ces sujets en 2011. Rappelons-nous où on en était dans ce domaine. Oui, et elle avait convaincu d'expérimenter un immeuble qui a été livré par Pichet en 2017 pour travailler vraiment sur cette filière locale et comment créer des emplois en région Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine. Quand j'étais arrivé, moi, j'étais pas du tout convaincu par le bois. Je connaissais pas, tout simplement. J'avais plutôt des doutes sur la solidité, sur la tenue au feu, sur la filière, etc. Et elle m'a convaincu d'essayer. Bon, résultat, 100% des immeubles qui aujourd'hui sont construits sur Euratlantique sont en structure bois majoritaire. Et avec un travail d'investissement et qui a généré des investissements lourds, industriels sur la filière. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom. On va pouvoir faire maintenant la comparaison avec ce qui se passe dans le Grand Paris, dont vous êtes maintenant à des moteurs et à des voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater sur les deux sujets que vous venez d'évoquer, bail réel solidaire, construction bois? On peut dire qu'il y a une certaine forme de retard, pour ne pas dire autre chose, par rapport à ce qui se faisait donc à Bordeaux et ailleurs. Et donc vous, aujourd'hui, votre volonté par rapport au foncier donc, que détient Grand Paris Aménagement, quelle est votre volonté et votre espoir aussi sur, par exemple, sur ces deux thématiques et d'autres? Je pense qu'effectivement, la chance que j'ai d'avoir expérimenté au-delà de ces sujets, la possibilité que quand on veut, on peut. Je vais le dire de manière très simple, et quand ça a du sens. C'est peut-être aussi une clé. Ce constat-là, moi, m'amène à être très optimiste quand même. Parce que certes, il y a des freins, mais il faut s'y attaquer résolument. Si je prends ces deux exemples, clairement, en Île-de-France, et d'ailleurs c'est en train de naître avec du retard, mais heureusement il y a des offices fonciers solidaires qui se créent. La ville de Paris en a créé un, les Yvelines en ont créé un, les bailleurs sociaux collectivement en ont créé un. Donc c'est en train de venir. Donc clairement maintenant il faut déployer ces éléments parce qu'ils répondent à des vrais besoins, mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que le bail réel solidaire est un type de réponse. Bien sûr, pas la seule. Et il y a vraiment un besoin de multiplier les réponses. J'étais pas plus tard que hier avec Benoît Apparu dans ses fonctions de président d'INLI, qui m'exposait tous les mécanismes nouveaux que INLI développe pour favoriser d'autres formes d'accession à la propriété en co-investissement, en location-accession progressive. Donc, tout un tas de réinventions. Et il faut qu'on arrive à réinventer ces outils. Je ne sais pas lequel est le meilleur. Et sans doute que c'est une combinaison de plusieurs. Oui, voilà, c'est la complémentarité. Mais finalement, il faut qu'on arrive à répondre à une question toute simple. C'est qu'il y a des hommes et des femmes qui habitent, dont le pouvoir d'achat immobilier s'est érodé au fur et à mesure du temps. Comment on fait ? Comment on fait concrètement pour redonner des capacités sans dégrader la qualité, sans augmenter le niveau de subvention publique des opérations immobilières ou d'aménagement, parce que ma conviction forte, c'est que l'argent public, il ne faut pas se faire d'illusions, même si on a une petite illusion du fait de la situation sanitaire, qu'il est abondant, les lendemains doivent nous apprendre à nous en passer. Donc, comment on fait pour avoir des mécanismes qui soient vertueux ? Et comment on fait, là-dessus, il y a une conviction qui, pour moi, est très forte, c'est qu'il faut le faire de façon très partenariale entre acteurs publics et acteurs privés. Donc, Grand Paris Aménagement, dans ce cadre-là, a un rôle essentiel à jouer. Totalement. On a un rôle, finalement, par l'accès au foncier qu'on permet de donner. On a la capacité de créer les conditions d'expérimentation favorables.
Ma conviction, c'est que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il ne faut pas attendre d'avoir des dispositifs parfaits pour les expérimenter. Oui, sinon rien n'avance. Au contraire. Sinon, exactement. Il faut essayer, il faut quand même être convaincu qu'on va y arriver, s'en donner les moyens, mais il faut les essayer. Et il faut travailler avec les acteurs qui les portent, de façon à ce qu'on puisse les tester, avec toujours une volonté, non pas de faire la une d'un magazine, ou du Monde, ou des Échos, ou d'Imo Week, ou d'Imo Week, tout à fait, mais surtout de reproduire, de pouvoir industrialiser, de pouvoir apprendre et de pouvoir déployer. Quelque part, c'est très bien que le BRS se soit développé sur tous les territoires que j'évoque. Ça fait que maintenant, dans un contexte peut-être plus complexe pour différentes raisons en Île-de-France, il va pouvoir, je l'espère, se déployer plus vite. On va pouvoir s'appuyer sur des notaires qui ont déjà un recul, si je prends que ce volet-là, qui parmi énormément d'autres. De la même manière, sur la question de la construction, pas nécessairement que de la construction bois, parce que finalement, si on s'est lancé dans la construction bois en Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi que la Nouvelle-Aquitaine était la première région forestière d'Europe. Et oui, vous êtes près de la production, voilà. Voilà. Ma conviction très forte, c'est qu'aujourd'hui, le grand bassin parisien dispose d'un certain nombre de filières émergentes dans la construction. Et qu'il nous faut donner les conditions de développement de ces filières, et ça, nous avons un rôle majeur à jouer, parce que nous sommes prescripteurs. Avec un équilibre qui est assez subtil. Si par exemple, aujourd'hui, Grand Paris Aménagement a favorisé l'émergence de l'utilisation de la terre crue. Oui. En particulier avec une opération, une usine Cycleterre qui est à Sevran. En Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Si demain on prescrivait que tous nos immeubles dans toutes nos opérations devaient être en terre crue, ça serait une catastrophe. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de capacité industrielle pour suivre. Donc, on est en capacité de donner de la visibilité pour favoriser des investissements industriels dans les filières constructives grâce à notre pouvoir de prescription. Mais il faut en même temps pour ça qu'on les connaisse suffisamment bien pour que ce niveau de prescription s'adapte à la capacité réelle de ces filières à s'organiser, à se structurer, à déployer. Et j'insistais tout à l'heure sur la question de l'origine du bois et du lieu de sa transformation. Derrière les transitions environnementales que nous devons prendre résolument, il y a aussi une fantastique opportunité de réindustrialisation. Et moi, je crois beaucoup à tout ce qui touche de façon générale à la construction hors site. Le rapport de Bernard Michel avec oui. Et moi je y souscris pleinement dans les objectifs et dans beaucoup des préconisations qui sont évoquées. Mais c'est une opportunité fantastique pour l'Île-de-France de se réindustrialiser dans des filières non délocalisables parce qu'on en a besoin et qui sont vertueuses environnementalement. Et je pense que notre rôle en tant qu'acteur public, en tant qu'aménageur public, n'est pas simplement que nos opérations soient vertueuses, ça commence là, bien évidemment, ça mais c'est de pouvoir avoir un vrai impact sur l'écosystème qui entoure l'acte de bâtir et d'aménager pour faire émerger des tendances. Moi, ma plus grande fierté quand je parlais de construction bois à Bordeaux, c'est pas tellement les immeubles qu'on a sortis, c'est quand j'ai eu un promoteur qui avait commencé par me dire « jamais je viendrai dans la construction bois », qui est venu me montrer l'opération qu'il avait fait spontanément ailleurs pour voir pourquoi et comment est-ce que c'était possible de faire, et il en était ressorti convaincu. Alors, on ne vous demandera pas les noms. Mais en ce qui concerne justement, est-ce qu'on peut parler d'exemples concrets sur des demandes qui sont les vôtres, sur des opérations, en disant, nous, on est d'accord pour y aller, mais voilà nos conditions. Est-ce que vous avez des conditions très drastiques? Comment est-ce que ça se passe quand vous dites nous sommes très attentifs à ces questions? Ça veut dire que vous pourriez dire demain, s'il n'y a pas tant de pourcentage de construction au bois, j'y vais pas. Est-ce que les demandes sont aussi spécifiques ou est-ce qu'elles sont plus générales? Alors,
Alors, depuis mon arrivée, moi, j'ai mis en route un travail d'abord pour faire le bilan des pratiques de Grand Paris Aménagement. Parce que Grand Paris Aménagement fait un tas de choses extraordinaires. J'ai évoqué Cycleterre, mais on pourrait évoquer l'opération Gagarine, alors qui est menée par Henri Rungis-Sénamon, qui est fédérée à Grand Paris Aménagement. Ce sont les mêmes équipes qu'il y a derrière, où on a fait une déconstruction d'un immeuble avec un réemploi à plus de 92% de l'ensemble des matériaux, des portes, des poignées, des fenêtres, accessoirement en réalisant une économie sur la déconstruction. Donc, c'est accessoire, mais pas désagréable. Non, et je pense que c'est d'ailleurs important parce qu'il ne faut pas que toute l'innovation qu'on crée dans la manière de construire ou en l'occurrence de déconstruire se fasse par un renchérissement des coûts, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc la question des coûts, elle est bien sûr dans le viseur. Donc il y a beaucoup de pratiques de Grand Paris Aménagement qui sont d'une grande richesse. Donc la première chose que moi je suis en train de faire en ce moment, et au moment de poser le travail sur le projet stratégique de l'établissement qu'on finira d'ici la fin de l'année, c'est d'abord de faire l'inventaire de ces pratiques et d'essayer de faire en sorte de nous appuyer dessus. Je ne crois pas au plaquage tout fait de à Bordeaux on faisait comme ça, donc c'est comme ça qu'on va faire derrière. Avec malgré tout quand même quelques convictions fortes derrière. La première conviction, c'est que nous ne pouvons pas à la fois avoir un discours sur une modération des prix de sortie, sur tout simplement l'accessibilité du logement, mais pas que du logement. C'est vrai pour des locaux d'activité, c'est vrai pour du tertiaire, c'est vrai en fait pour tout ce qui fabrique la ville. Si en même temps, nous avons le réflexe de vendre aux enchères nos terrains aux plus offrants, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais aux plus menteurs, mais c'est nous qui le provoquons quand nous mettons dans cette situation. Et donc une de mes premières convictions fortes, c'est que on doit arrêter de vendre aux enchères, on doit fixer des prix de vente, et ça ne peut être que les critères du projet qui doivent être des critères retenus dans le choix de nos partenaires. Et donc ça, c'est une volonté que vous voulez appliquer que vous appliquez d'ores et déjà, que vous allez appliquer Alors, que nous allons appliquer à partir de maintenant sur toutes les nouvelles opérations, ça va être le cas. Il y a encore une ou deux opérations qui ont été lancées toute fin d'année dernière, donc qui n'étaient pas sur ce mode. Et à partir de maintenant, effectivement, c'est si nous sur des critères de projet. Je disais d'ailleurs, et c'est une deuxième conviction forte, je disais le choix de nos partenaires. Parce qu'à un moment donné, quand nous travaillons avec des promoteurs, quand nous travaillons avec des investisseurs de long terme, nous ne sommes pas juste là dans une relation où nous vendons un terrain et nous imposons un cahier des charges à quelqu'un qui serait juste une forme de prestataire. D'abord, ça serait quand même extrêmement méprisant pour des gens qui ont des savoir-faire, qui ont un métier. Je suis très très prudent lorsque j'entends des discours en disant on peut se passer du promoteur, on peut se passer de tel ou tel métier. Je ne serais pas je ne dirais pas ça non plus. Voilà. Mais ce sont des discours qu'on entend parfois et que je trouve très dangereux parce que ça donne l'impression en fait qu'il n'y a aucune réalité au métier qu'ils font alors qu'ils prennent du risque, ils ont des savoir-faire, ils sont aussi des chefs d'orchestre à l'échelle et c'est très important. Et moi, ma volonté, c'est qu'on se mette d'accord sur à la fois les conditions juridiques, financières, mais aussi sur qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, c'est pas nécessairement la couleur de la façade ou le nom de l'architecte. C'est comment est-ce qu'on va faire en sorte, parce que ça, par exemple, ça va être un de nos critères dans les mois qui viennent, comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir anticiper les niveaux 2025, 2028, 2031 de la RE 2020 pour démontrer maintenant que ces niveaux, en réalité, ils sont atteignables. Mais pour ça, il faut qu'on mouille la chemise ensemble. Et c'est pour ça que je préfère prendre du temps à négocier le cadre dans lequel nous travaillons pour travailler sur des projets qui soient réalistes de ce cadre
plutôt que de tomber dans un autre extrême, qui est celui de la séduction de l'image, qui arrive assez souvent. Je ne citerai pas nécessairement de démarche, mais... Mais non, ne citons personne. Voilà. Dans lequel, en réalité, là aussi, on se berce d'un mensonge. Et je disais, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de faire la une d'Imo Week, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on vient vraiment semer des graines dans un écosystème pour que ensemble, tous les acteurs privés et publics, on grandisse ensemble, on trouve ensemble des réponses aux enjeux économiques de l'accès au logement, aux enjeux de la création d'emplois dans les territoires et au cœur des territoires, et aux enjeux de la décarbonation de l'acte de construire. Donc ça, c'est de la frugalité. C'est un message très clair et les promoteurs qui nous écoutent l'entendent, j'en suis sûr. On n'a pas évoqué les rapports avec les collectivités territoriales et avec les élus, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Quel est aussi là-dessus votre axe d'action ? Alors d'abord, par nature, nous sommes au service des élus dans le cadre d'un projet politique porté par les élus. Et je le dis très, très clairement parce que c'est vrai que c'est un enjeu. Il peut y avoir parfois une tentation chez un aménageur de dire mais moi je sais ce qu'il faut faire. C'était un peu le sens de ma question. Vous non. Voilà. Voilà. Je me méfie beaucoup de ce discours parce que l'élu, il est vraiment au contact de ses habitants et puis il a surtout, et on est en démocratie, il a une légitimité que moi, Stéphane Defaille, que nous, Grand Paris Aménagement, nous n'avons pas. Nous sommes des techniciens, nous sommes un outil au service d'eux. Ça n'empêche d'essayer d'apporter à l'élu les éléments qui puissent fonder son opinion, sa vision, et à un moment donné de l'accompagner, y compris vis-à-vis de sa population, pour expliquer, pour bâtir cette vision. On dit beaucoup, et je l'entends, que les élus ne veulent plus construire ou veulent moins construire. Oui, c'est un gros sujet actuellement. Voilà. Moi, dans les élus que je rencontre, et c'est la première chose que j'ai commencé en arrivant, c'est aller à leur rencontre, d'abord pour les écouter, savoir aussi quelle opinion ils ont de la manière dont nous travaillons à leur service, comprendre leurs besoins. C'est pas exactement de ça dont j'ai entendu. J'ai entendu parfois des élus qui ont besoin de poser ou reposer, reconstruire une vision de l'évolution de leur territoire à un moment où énormément de points de repère sont en train de bouger. Pas seulement à cause de l'épidémie, mais un peu aussi à cause d'elle. Bien sûr. Aussi. Voilà. Beaucoup de questions se posent. Et finalement, des élus qui, avant de dire je construis 50, 100, 2000 logements, veulent tout simplement se reposer la question, mais quel est le projet que je porte pour mon territoire, pour ma ville ? Et pour être honnête, moi je trouve que ce questionnement, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, quand le projet se limite à je suis prêt à construire 2000 logements, ben, très concrètement, il ne résiste pas autant, parce que ça ne fait pas un projet. Ça fait un chiffre, mais pas un projet. Ça fait un chiffre, voilà. Et là-dessus, nous avons, mais pas tout seul, nous avons à être à leur côté pour les aider à construire pour ce projet. C'est aussi une des chances de Grand Paris Aménagement. Grand Paris Aménagement, aujourd'hui, c'est une centaine d'opérations sur des territoires totalement différents. Quand on est à Charenton, quand on est à Neuilly-sur-Marne, sur l'hôpital de la Maison-Blanche, quand on est avec Orly-Rungis-Namont sur les Ardoines ou au Sénia, quand on est au Vésinet, quand on est à la Coudray ou à Clichy-sous-Bois sur des opérations, ou à Grigny d'un autre type, mais aussi quand on est en train d'accompagner la revitalisation du centre-ville de Nemours ou du centre-ville de Villiers-le-Bel. On a cette chance d'être confronté à des réalités territoriales extrêmement diverses et donc d'être capable d'amener aux élus
un regard qui dépasse le regard de leur commune et qui les aide, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, à prendre du recul là-dessus. Ensuite, moi je vois aussi des élus qui veulent faire et qui veulent construire. Heureusement. Les dernières, si je prends simplement les derniers rendez-vous que j'ai eus cette semaine, les principales inquiétudes des élus avec qui j'ai travaillé étaient mais comment est-ce qu'on fait pour que ça aille plus vite ? On les comprend. Donc moi je suis assez optimiste. Au-delà de l'impact qui a été terrible du Covid, et non pas tellement du Covid, mais surtout du retard des élections municipales générées par le Covid, donc quelque part le retard de la relance d'une dynamique qui nécessite cette légitimation des élus. C'est ça qui nous fait à tous très très mal aujourd'hui. Je pense beaucoup plus qu'une vision trop malthusienne des élus. En tout cas, mais vous l'entendez peut-être dans mes propos, je suis aussi quelqu'un qui est par nature optimiste, en reprenant volontiers la phrase de Kipling qui rappelle que l'optimisme est une forme de courage. Oui. Donc c'est aussi une décision. Et aussi une forme de volonté quand même. Voilà. Je suis convaincu qu'on peut faire. Et d'ailleurs, on doit faire également différemment parce que on ne l'a pas évoqué, mais au-delà de la volonté des élus, on a aussi une injonction qui est extrêmement forte sur la désartificialisation des sols. Je ne dis même plus sur le zéro artificialisation nette. C'est comment est-ce qu'on inverse réellement la tendance. Et pour autant, comment est-ce qu'on construit, y compris d'ailleurs comment on construit sur des friches qui peuvent être des friches agricoles, quand il s'agit de compléter la ville, quand il s'agit de réparer des morceaux de ville qui le nécessitent, oui, et comment ailleurs on va accompagner une renaturation pure, comme on le fait en ce moment sur, par exemple, les berges de Lierre à Villeneuve-Saint-Georges, où on transforme un secteur bâti en espace naturel sensible, parce qu'on est dans la zone d'expansion des crues de Lierre. Alors, on l'a entendu d'ailleurs à plusieurs reprises, vous venez d'évoquer le mot, hein, optimisme, ce que j'aime beaucoup comme mot d'ailleurs. À l'heure où on va conclure, quelle est justement, sur les années à venir, qui vont être celles de Grand Paris Aménagement et du Grand Paris, quelles sont vos raisons d'être optimiste et quels sont vos objectifs principaux à ce jour? Alors, mes raisons d'être optimiste, je les ai évoquées pour quelques-unes d'entre elles, mais peut-être la plus puissante, c'est que la crise que nous vivons, et là-dedans, j'intègre à la fois la crise environnementale, la crise sanitaire qui nous amène à nous re-questionner sur beaucoup de pratiques, et j'intègre malheureusement aussi la crise économique qui est un peu à bas bruit, un peu souterraine, mais qui est là et qu'on va voir durement dans les années qui viennent. Alors, ça a l'air un petit peu contradictoire de parler de crise comme d'un motif d'optimisme, mais je pense que cette triple crise nous donne une vraie opportunité de repenser nos manières de faire, et plus personne, que ça soit nous, que ça soit les pouvoirs publics de façon générale, que ça soit les acteurs privés, ne peut plus dire on fait comme avant. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça n'arrive pas très souvent. Et heureusement d'ailleurs. En tout cas pour ces. Donc ça c'est un vrai motif d'optimisme, mais aussi qui nous oblige à prendre le taureau par les cornes et à se rendre capable de faire. Qu'est-ce que je voudrais qu'on ait pu réussir si je me projette, disons, dans 10 ans, parce que c'est ça l'échelle de temps de l'aménagement. La première chose, c'est que je voudrais vraiment que d'ici 10 ans, on puisse réussir à garder un rythme de production du logement correspondant aux besoins réels de l'Île-de-France. Donc retrouver le cap d'être bien au-delà des 70 000 logements de production par an, en ayant réussi à être réellement en zéro artificialisation nette. Deuxièmement, avoir vraiment réussi à avoir des quartiers qui soient des quartiers d'hypermixité fonctionnelle,
qui soient des quartiers dans lesquels les activités productives cohabitent avec les activités résidentielles, culturelles, d'enseignement. Et quand je dis quartier, pour qu'on ne se méprenne pas, parce qu'on peut avoir beaucoup d'acceptions du mot quartier, c'est vraiment cette ville de la proximité, c'est 10 minutes à pied autour de là où j'habite, autour de là où je travaille, qui doivent me permettre de trouver tout. Parce que, en fait, c'est aussi ça l'ADN de nos villes occidentales avant le monofonctionnalisme et la culture du zoning qu'on a hérité du Corbusier. Je suis très critique du Corbusier urbaniste et très admiratif du Corbusier architecte, ça n'empêche. Mais il faut qu'on y arrive pour de vrai. Et ça passe aussi par quelque chose qui, pour moi, est un motif d'optimisme aujourd'hui. C'est que je vois les grands investisseurs institutionnels qui s'étaient beaucoup spécialisés dans des classes d'actifs et avaient beaucoup déserté certaines classes d'actifs, notamment l'immobilier résidentiel. Eh bien, être revenu là-dedans, revenir aussi dans l'acceptation d'une certaine forme de complexité, parce qu'ils se rendent compte que d'être dépendants à des expositions très sectorielles, d'avoir des actifs qui n'ont pas une capacité de deuxième vie, de résilience, les fragilise. Et cette question de la résilience, et je finirai peut-être par ça en termes d'objectifs, pour moi, elle est essentielle. Il faut qu'on arrive à revenir sur une histoire de l'urbanisme et de la construction qui, malheureusement, est trop celle de la spécialisation. Je l'ai dit d'une certaine manière à l'échelle du quartier, mais c'est vrai encore plus à l'échelle du bâtiment. Quand j'étais à Bordeaux, nous étions sur le point de déposer un permis de construire. Alors je dis nous déposer, c'est pas tout à fait vrai. C'était Elitis en l'occurrence qui portait ce projet en tant que promoteur, un projet d'immeuble sans affectation. Un immeuble qui soit à la fois du bureau, du logement, et qui pouvait par partie évoluer de l'un à l'autre sans autorisation administrative complémentaire, sans grands travaux, etc. Derrière cette image qui est peut-être radicale et tout l'immobilier ne va pas devenir ça, comment est-ce qu'on retrouve la durabilité de ce que l'on construit, et c'est-à-dire la capacité de s'adapter à des évolutions sociétales sur lesquelles moi j'ai une certitude très forte, c'est qu'on ne sait pas les anticiper et qu'on n'en connaît rien. Donc, on a besoin que intrinsèquement la ville et les bâtiments qui la constituent soient capables de s'adapter à un futur que l'on peut peut-être deviner, esquisser, tenter de prédire, mais qu'en réalité, on ne connaît pas. C'est, je trouve, une très belle conclusion parce qu'il y a en même temps une forme de « je ne sais pas toujours », mais en même temps aussi beaucoup d'optimisme et d'ambition. Stéphane Defeil, merci. Merci à vous. Construire le Grand Paris, un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom.